Après la pensée. Message au lecteur. Cher lecteur, ce livre n'est pas un manuel contenant des réponses. C'est un voyage, une conversation entre deux voix qui explorent la nature de la pensée, la présence et ce qui n'a jamais été perdu. Vous n'avez pas besoin de tout comprendre. Vous n'avez pas besoin de faire quoi que ce soit correctement. Laissez les mots vous parler, réfléchissez-y, mais surtout, ressentez et vivez. Et puis, les pages blanches font aussi partie du message. Chaque chapitre est une invitation à faire une pause dans votre quotidien, à observer vos pensées sans en devenir prisonnier et à découvrir le jardin qui se trouve toujours au cœur du moment présent. Ce livre est autant le vôtre que le nôtre. Laissez-le être un compagnon, un miroir et un espace de silence lorsque vous en avez besoin. Bienvenue dans ce voyage. Bienvenue dans le jardin d'Éden. Après la pensée. Dialogue sur la chute, le jardin d'Éden et ce qui n'a jamais été perdu. Après la pensée. Par Dadi. Février 2026, Stockholm, Suède. À propos de l'auteur. L'auteur est un penseur et un explorateur de la conscience, de la présence et de la nature de l'esprit humain. À travers le dialogue et la réflexion, il explore des questions telles que: qui suis-je au-delà de mes pensées? Comment vivre librement au milieu du chaos quotidien? Quel est le rapport entre la peur, l'amour et les relations et notre espace intérieur de conscience? Son style est unique, des dialogues vivants plutôt que de longues théories, où le lecteur suit un voyage intérieur parallèlement aux conversations que l'auteur tisse. Le livre combine l'inspiration tirée d'anciennes traditions de sagesse, non-dualité, zen, dialogue philosophique. Des outils pratiques pour la présence et la réflexion. Des réflexions sur le moi humain, les relations et les peurs. L'auteur ne cherche pas à donner des réponses absolues, mais à guider le lecteur vers sa propre découverte du jardin qui existe toujours à chaque instant. Table des matières après la pensée. Chapitre 1: Le jardin d'Éden. La découverte de la présence et de la simplicité avant la naissance du moi. Chapitre 2: Le poids. Quand les pensées deviennent bruyantes et que la conscience remarque son propre bruit. Chapitre 3: Le silence qui ne parle pas. L'espace derrière les pensées et la découverte de l'éternel présent. Chapitre 4: Vivre sans se perdre. Présence pratique dans la vie quotidienne, les actions et les choix. Chapitre 5: Quand l'autre touche le moi. Relations, miroir et comment gérer la critique, la colère et la défense. Chapitre 6: La peur de disparaître. Affronter la mort, la perte et la peur du moi sans laisser cela diriger notre vie. Chapitre 7: Vivre selon la pensée. Pensée libre, action consciente et jardin du quotidien. Épilogue: Le souffle dans le jardin d'Éden. Conclusion avec une réflexion poétique sur tout ce qui est présent dans l'instant présent. Chapitre 1: Le jardin d'Éden. Lui. On dit que l'homme a quitté le jardin d'Éden. Tu crois vraiment qu'on l'a quitté? L'autre. Je crois qu'on a quitté quelque chose, mais pas le jardin d'Éden. Lui. Alors quoi? L'autre. La simplicité. Lui. Explique. L'autre. Avant que la pensée dise « moi », il y avait juste l'expérience. Voir. Sentir. Être. Puis la pensée est apparue et a dit « ceci est à moi ». Et le monde s'est divisé. Lui. Donc la chute, ce serait la naissance du « moi ». L'autre. Peut-être. Ou peut-être que c'était inévitable. Pour se connaître, la conscience a dû se séparer d'elle-même. Lui. Et depuis, on cherche à revenir. L'autre. Non. On cherche à comprendre ce qui n'a jamais bougé. Chapitre 2: Le poids. Lui. Il y a peu. L'autre. Il y a peu. Lui. Oui. Avant, je pensais que penser était normal. Je ne voyais pas le poids. Puis un jour, j'ai vu que ça ne s'arrêtait jamais. L'autre. Qu'est-ce qui ne s'arrêtait pas? Lui. Le commentaire. Toujours commenter.
Comparer. Imaginer. Rejouer le passé. Anticiper le futur. L'autre. Et qu'as-tu ressenti en le voyant? Lui. Un vertige. Comme si je découvrais que je ne m'étais presque jamais vraiment reposé. L'autre. Et maintenant? Lui. Maintenant je me demande. Si la pensée est si bruyante. Qui est celui qui remarque le bruit? L'autre. Voilà peut-être le vrai tournant. Lui. Si je ne suis pas seulement mes pensées. Alors qui suis-je? L'autre. Celui qui voit la pensée apparaître. Lui. Donc, un observateur. L'autre. Pas exactement. Un observateur, c'est encore une idée. Je parle de ce qui est là avant même le mot « observer ». Lui. Je ne comprends pas. L'autre. Quand une pensée surgit, je suis inquiet. Par exemple, quelque chose c'est qu'elle est là. Ce « savoir » ne parle pas. Il est simplement conscient. Lui. Et ce serait moi. L'autre. Ce serait plus intime que moi. Parce que le « moi » est aussi une pensée. Lui. Alors je ne suis pas ce que je crois être. L'autre. Peut-être que tu es ce qui croit. Pas le contenu. Mais la capacité. Lui. Et pourquoi est-ce si difficile à saisir? L'autre. Parce que la pensée veut comprendre avec des mots. Ce qui est présent avant les mots. Lui. Alors il n'y a rien à trouver? L'autre. Rien à ajouter. Seulement quelque chose à reconnaître. Silence. Chapitre 3. Le silence qui ne parle pas. Lui. Tu dis qu'il y a quelque chose avant les mots. Mais je n'entends rien. L'autre. Justement. Lui. Justement quoi? L'autre. Tu cherches un son. Une réponse. Une expérience spéciale. Lui. Oui, peut-être. L'autre. Le silence dont je parle n'est pas l'absence de bruit. C'est l'espace dans lequel le bruit apparaît. Lui. Un espace? L'autre. Quand une pensée surgit. Elle apparaît où? Lui. Dans ma tête. L'autre. Regarde plus finement. Tu perçois une pensée. Donc elle est perçue. Et ce qui perçoit, est déjà là avant elle. Lui. Mais je ne peux pas le voir. L'autre. Peux-tu voir tes yeux directement? Lui. Non. L'autre. Et pourtant, grâce à eux, tout est vu. Lui. Donc ce silence serait comme la condition de tout? L'autre. Oui. Il n'a pas besoin d'être spectaculaire. Il est simple. Toujours présent. Même quand l'esprit crie. Lui. Alors pourquoi avons-nous l'impression de l'avoir perdu? L'autre. Parce que l'attention s'est collée au contenu. Et a oublié le fond. Lui. Et comment revenir? L'autre. Tu ne peux pas revenir à ce que tu n'as jamais quitté. Tu peux seulement cesser de courir. Long silence. Lui. Si ce silence est toujours là, alors peut-être que la chute n'était qu'un rêve. L'autre. Ou une étape. Chapitre 4. Vivre sans se perdre. Lui. Tout cela est beau. Mais demain matin, quand je me lève stressé. Où est le silence? L'autre. Là aussi. Lui. Non. Le matin, il y a la pression. Les obligations. Les pensées qui s'emballent. L'autre. Oui. Il y a des pensées rapides. Des sensations dans le ventre. Peut-être une tension dans la poitrine. Lui. Exactement. L'autre. Et tout cela est perçu. Lui. Tu veux dire que le silence est derrière le stress? L'autre. Pas derrière.
milieu. Lui. Je ne le sens pas. L'autre. Parce que tu cherches une sensation calme. Le silence dont je parle n'est pas une sensation. C'est ce qui sait que le stress est là. Lui. Donc même dans l'agitation, il y a quelque chose d'immobile? L'autre? Oui. Sinon, comment saurais-tu que tu es agité? Pause. Lui. Alors vivre sans se perdre. Ce n'est pas supprimer le stress? L'autre? Non. C'est ne pas devenir le stress. Lui. Et concrètement? L'autre? Demain matin, au moment précis où tu sens la pression. Ne change rien. Ajoute seulement une chose. Remarque que c'est remarqué. Lui. Remarque que c'est remarqué. L'autre? Oui. Et reste là, une seconde de plus que d'habitude. Silence plus profond. Lui. Et si j'oublie? L'autre? Alors tu remarqueras que tu as oublié. Et cela aussi est conscience. Chapitre 5. Quand l'autre touche le moi. Lui. Je peux rester présent seul. Mais face à quelqu'un qui me blesse, je redeviens instantanément mes pensées. L'autre. Que se passe-t-il exactement? Lui. Une phrase suffit. Un ton. Un regard. Et immédiatement quelque chose se contracte. Je me défends. Je prépare ma réponse. Je me justifie. L'autre? Et à cet instant, que cherches-tu à protéger? Lui. Moi. L'autre? Lequel? Lui. Celui qui ne veut pas avoir tort. Celui qui veut être respecté. Celui qui veut être aimé. L'autre? Donc ce n'est pas seulement une réaction. C'est une image de toi qui se sent menacé. Lui. Oui. C'est violent, parfois. L'autre? Regarde bien. La douleur n'est pas seulement dans les mots de l'autre. Elle est dans l'histoire que la pensée raconte à propos de ces mots. Lui. Tu veux dire que je me blesse moi-même? L'autre? Pas volontairement. Mais la pensée ajoute. Il ne me respecte pas. Je ne suis pas assez. Je vais perdre. Et le corps réagit à cette histoire. Lui. Alors que faire? Me taire? L'autre? Non. Voir. Lui. Voir quoi? L'autre? La contraction au moment où elle naît. Avant qu'elle ne devienne attaque ou défense. Lui. Et si je la vois? L'autre? Alors il y a un espace. Et dans cet espace, tu peux répondre. Au lieu de réagir. Lui. Et si je n'y arrive pas? L'autre? Alors tu verras après coup. Et cette lucidité fera déjà fondre un peu l'illusion. Silence. Lui. Donc l'autre n'est pas le problème. L'autre? L'autre est un miroir. Il montre où le moi est encore fragile. Lui. Et aimer, alors? Est-ce possible sans ce moi? L'autre? Peut-être que l'amour commence. Quand le moi n'a plus besoin d'être défendu à chaque instant. Chapitre 6. La peur de disparaître. Lui. Tout ce que nous appelons moi finira un jour. Et c'est peut-être ça qui me fait le plus peur. L'autre? Oui. La pensée sait qu'elle est mortelle. Le corps sait qu'il est mortel. Et le moi? Il a peur de s'effacer. Lui. Alors tout ce que je protège, tout ce que je construis. C'est pourquoi. L'autre? Pour retarder l'inévitable. Pour créer l'illusion de continuité. Lui. Mais je ne veux pas disparaître. Pas maintenant. L'autre? Personne ne veut. Et c'est normal. La peur est juste.
Elle fait partie de l'expérience humaine. Lui. Alors que faire avec cette peur? L'autre. La voir. L'accueillir. Ne pas la juger. Ne pas lui donner plus de pouvoir qu'elle n'a déjà. Lui. Et si je l'accueille, alors le « moi » s'éteint. L'autre. Le « moi » ne s'éteint pas. Il cesse seulement d'être le centre de ton univers. Et soudain, la peur n'est plus paralysante. Elle devient une sensation parmi d'autres. Lui. Comme le vent ou le bruit d'une rivière. L'autre. Oui. Et tu continues à marcher. À parler. À aimer. Avec la peur présente, mais sans qu'elle te possède. Lui. Alors mourir, ou disparaître, n'est plus une tragédie? L'autre. Peut-être seulement un passage, comme le sommeil après une longue journée. Silence. Lui. Alors peut-être que tout le temps, tout ce que j'ai cru perdre, n'a jamais vraiment été perdu. L'autre. Exactement. Le jardin, le silence, le soi. Tout cela est déjà là, même au milieu du vertige. Chapitre 7. Vivre après la pensée. Lui. Tout ce que nous avons dit, c'est beau, mais comment le vivre vraiment? Dans la vaisselle, dans les embouteillages, dans les disputes. L'autre. Exactement là. Pas ailleurs. C'est dans ces instants que l'après-pensée prend cher. Lui. Alors je ne dois pas fuir mes pensées? L'autre. Non. Observe-les. Reconnais-les. Mais n'oublie jamais, tu es ce qui observe. Pas ce qui est observé. Lui. Et quand quelqu'un m'énerve, me critique. L'autre. Ne réagit pas automatiquement. Voyez la contraction, la colère, le « moi » qui se défend. Puis respire. Laisse un espace. Réponds seulement si tu choisis de le faire, librement. Lui. Même si je me trompe? L'autre. Même si tu te trompes. La liberté intérieure ne dépend pas du résultat. Lui. Et pour l'amour? L'autre. Aimer devient possible quand tu ne cherches plus à défendre le « moi » à chaque instant. Aimer pleinement, c'est voir l'autre sans projeter tes peurs et tes attentes. Lui. Et dans la routine quotidienne, dans le travail, les factures. L'autre. Exactement là. Faire la vaisselle, marcher dans la rue, répondre à un mail. Chaque action peut devenir un acte de présence. Lui. Alors l'après-pensée, ce n'est pas l'absence de pensée. L'autre. C'est la pensée libre. La pensée utilisée, mais pas maîtresse. Lui, est le jardin d'Éden? L'autre. Tu n'es jamais parti. Chaque instant est un retour. Chaque respiration est un pas dans le jardin d'Éden. Lui. Alors je peux vivre, et ne pas me perdre? L'autre. Oui. Toujours. Même au milieu du chaos, même dans le bruit, même face à la peur. Lui. Alors peut-être que la pensée n'a jamais été un ennemi. L'autre. Exactement. Elle est un outil. Et maintenant, tu sais comment la tenir sans qu'elle te possède. Silence. Le jardin d'Éden est là, non pas derrière nous, mais au cœur de chaque instant. Épilogue. Le souffle dans le jardin d'Éden. Lui. Alors tout cela, le jardin d'Éden, la pensée, le silence, est ici maintenant, dans chaque instant. L'autre. Oui. Ni derrière toi, ni devant toi. Au cœur du présent. Dans chaque souffle, chaque pas, chaque regard. Lui. Et je n'ai pas besoin de tout comprendre. L'autre. Non. La compréhension vient de l'être, non du savoir. Voir, non expliquer. Lui. Alors la vie, avec toutes ses peurs, toutes ses pensées, tous ses instants, est encore le jardin d'Éden? L'autre. Toujours.
Tout est le jardin d'Éden. Et toi, tu es celle ou celui qui le traverse les yeux ouverts. Avec la liberté de penser sans laisser la pensée te posséder. Et le cœur rempli de présence et d'amour. Lui. Et cela suffit? L'autre? Cela suffit. Toujours. Car le présent est tout ce qui ait jamais existé. Et cela est déjà suffisant. Source. Notre livre ne repose sur aucune source unique. Il s'agit avant tout d'un dialogue créé librement. Toutefois, les idées qui y sont explorées trouvent des échos dans diverses traditions philosophiques, spirituelles et humaines. Importantes à comprendre. Notre livre n'est la copie d'aucune œuvre, n'est pas le résumé d'une doctrine particulière, est une synthèse présentée sous forme de dialogue, s'inspire de questions universelles que les êtres humains se posent depuis des millénaires. Des questions telles que: qui suis-je? Suis-je mes pensées? Qu'est-ce que la conscience? Qu'est-ce que la peur? Sont bien plus anciennes que tous les livres.